Bienvenue sur Odin Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne, la dernière de l'année 2024 en 2025. La boucle est bouclée, on va enfin pouvoir passer au top et au flop, puisque j'ai vu le dernier film que je voulais absolument voir, Nosferatu, sorti au cinéma le 25 décembre 2024. De quoi va nous parler le film? On est sur une fable gothique, l'histoire d'une obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s'en est épris avec toute l'horreur qu'elle va répandre dans son sillage. C'est un remake de 1922 qui avait été réalisé par Murnau et dont je vais pouvoir m'amuser au jeu des comparaisons un petit peu puisque le film va en reprendre les grandes lignes, bien évidemment. On va quand même commencer sur le film sans parler de remake et juste en parlant justement pour un spectateur qui n'aurait pas vu, notamment l'original. Il y avait déjà eu un remake dans les années 70-80, il me semble, que personnellement je n'ai pas vu. Du coup, c'est un film, je trouve, très très efficace visuellement déjà. Il a un vrai esthétisme, mais ça, on en a l'habitude avec Robert Eggers, qui est son réalisateur, qui, je rappelle, avait fait The Witch, qui est le seul d'ailleurs que je n'ai pas vu de sa filmographie, Lighthouse, qui avait une photographie assez exceptionnelle avec ce noir et blanc, une histoire un petit peu plus décousue et complexe à apprécier, The Northman, qui était assez exceptionnel pour un film de Viking. Et du coup, la photographie y est. On est vraiment sur un film sombre, ténébreux, qui a une ambiance assez poisseuse et donc qui va se situer dans les années 1800 en Allemagne, hein, et qui va avoir cette ambiance poisseuse et morose tout le long du film. Vraiment, on est sur quelque chose de très terne en termes de couleurs. C'est très noir, très gris tout le long du film. C'est assez intéressant, je trouve, de ce côté-là. Il va y avoir tout le côté horrifique qui, pour moi, est réussi. Vraiment, c'est la grande force aussi du film. C'est que je trouve qu'on arrive justement à nous mettre dans une situation angoissante tout le long du film. Il va y avoir aussi quelques jumpscares, mais qui ne sont pas forcément gratuits, je trouve, qui font partie justement de cette ambiance du film. Ce qui est pas mal aussi, c'est le Nosferatu, hein, le conte Orlok, qui est visuellement super bien fait, franchement. Il y a aucun problème là-dessus. Il est très très cool visuellement, je trouve. Et on va avoir toutes ces interprétations avec ce casting. Quand même, Robert Eggers arrive à s'entourer de personnes assez efficaces, je trouve. Donc, par exemple, dans le rôle principal d'Hélène, on va avoir Lily Rose Depp, qui pour moi, si vous voulez, est bien à 90% du film. Le rôle lui va à merveille, c'est-à-dire ce personnage qui est hanté par ce cauchemar, qui fait tout le temps la gueule, etc. J'aurais un petit peu plus de retenue concernant sa relation amoureuse avec son mari Thomas, parce que je trouve qu'elle montre pas assez la joie de son mariage au départ du film, et c'est peut-être ce qui va manquer au film d'ailleurs, c'est la puissance de cette relation amoureuse qui pour moi n'est pas assez développée, et donc on n'est pas assez attaché, je trouve, à ces deux personnages, contrairement notamment par exemple au Nosferatu qui nous les présentait en quelques scènes de 1922, mais où on voyait qu'il y avait une amour puissante et forte, alors que là, je la sens trop en retrait et elle montre pas assez justement de joie. Lily Rose Depp, en revanche, elle a un vrai jeu d'actrice visuelle, parce qu'elle va vraiment devoir faire énormément de choses visuellement, notamment pour nous faire comprendre qu'elle est sous l'emprise de ce vampire, et donc voilà, elle va parfois avoir des spasmes, devoir faire des simulations de jouissance, etc. Donc pour le coup, pour ça, elle s'en sort vraiment bien, et puis voilà, cette tête encore une fois de déprimée, tout ça, elle le rend super bien, je trouve, à l'écran. Comme je disais, il va y avoir son mari, du coup, qui va lui rendre la réplique, dont j'ai déjà parlé cette année avec Juré numéro 2 hein, de Clint Eastwood, qui est Nicolas Hoult, qui lui, pour le coup, joue très très bien, mais j'aurais quand même les mêmes reproches à faire même s'il est beaucoup plus enjoué hein, que sa femme, mais ça va se limiter et se cantonner quand même à ça, mais bon,
c'est super bien joué pour ce qu'on lui demande de faire, donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. L'acteur qui joue le comte Orlok, donc Nosferatu, c'est Bill Skarsgård. Alors sacrée interprétation, je trouve, notamment au niveau de la voix, faut absolument le voir en VO, pardon. C'est super, je trouve que la voix, elle fait vraiment peur, surtout que Robert Eggers va jouer justement sur le fait de pas le montrer entièrement tout de suite, de le montrer toujours dans la pénombre, et donc on ne va pas la voir visuellement et on va être hanté seulement par sa voix et par ses mains qui sont très particulières. Et donc ouais, le costume, maquillage, tout ça, c'est très bien fait et j'ai adoré son interprétation évidemment. On a, d'ailleurs, j'avais déjà parlé de lui, Aaron Tyler Johnson, dernièrement dans la dernière critique de Kraven the Hunter, qui, lui encore une fois joue, je trouve très bien ce chef de batelier qui donc il a plusieurs navires à sa gouverne et qui va être un petit peu celui qui ne va pas croire et qui va aller à l'encontre de tout ce qui se passe sous ses yeux et qui va finir par sombrer dans une folie certaine, un personnage assez intéressant j'ai trouvé, qui n'existe pas justement dans le Nosferatu de 1922, donc ça va être vraiment une plus-value, lui et évidemment sa famille qui l'entoure. Évidemment, pour finir, il y a William Dafoe, alors pas que, hein, il y a son collègue qui lui donne la réplique, qui est Ralph Ineson, mais il y a William Dafoe, qui est vraiment un personnage que j'ai trouvé excellent pour le coup, qui est un médecin qui à l'époque se fait rejeter parce que il croit en l'occulte, il croit au surnaturel, et donc il va servir évidemment au scénario, et ce qui est pas mal, c'est que limite il va nous faire un exorcisme dans le film, quoi, et ça j'ai trouvé ça assez surprenant, assez intéressant, chose qui n'était pas mis en place avec le Nosferatu de 1922. Voilà, donc vous l'aurez compris, le casting est très intéressant, je trouve qu'il y a une vraie ambiance horrifique, voilà, moi j'étais vraiment tendu tout le long du film, les jumpscares sont plutôt cool et arrivent à point nommé, je trouve, et c'est plutôt justifié. Voilà, on est vraiment sur une ambiance poisseuse, très bien, puis en plus film d'époque très bien retranscrit, les costumes, tout ça, voilà, l'interprétation du Nosferatu, il y a aucun problème là-dessus, la photographie est magnifique, je trouve. En revanche, on est sur un film de Robert Eggers, et moi les films de Robert Eggers, j'ai quand même un problème avec eux, c'est que ils durent pour moi à chaque fois une demi-heure de trop, mais vraiment, bon, Lighthouse, j'ai pas été pris, et je pense qu'il pourrait durer une demi-heure de moins, je ne serais toujours pas dans sa hype. En revanche, The Northman, j'avais trouvé vraiment qu'il y avait une demi-heure de trop, qu'on aurait pu supprimer une demi-heure de trop. Et là, c'est pareil, et pour moi, ça vient peut-être du fait que, évidemment, Murnau, lui, à l'époque, n'a pas de son, hein, c'est un film muet, donc on est sur de la suggestion constante. Alors évidemment, il va y avoir des petits tableaux d'écriture pour nous expliquer certaines situations, mais la plupart du temps, c'est dans la suggestion, notamment quand, par exemple, Thomas, alors je sais pas s'il s'appelle Thomas dans le Nosferatu de l'époque, je me rappelle plus, va signer ce fameux contrat pour du coup partir à la rencontre du comte pour lui vendre la fameuse maison qui est en face de chez lui. On voit sur la table les fameux pactes avec les sceaux diaboliques et tout. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que Robert Eggers va nous rajouter une scène de son patron en train de faire un rituel sataniste. Et donc, ça va être la principale différence, c'est que dans celui de Murnau, on est constamment dans la suggestion, alors que dans celui, je trouve, de Eggers, on est dans l'explication et dans la surexplication par moment, un peu trop, on veut un peu trop tout expliquer, tout te montrer, alors qu'il n'y a pas forcément nécessité à présenter autant, enfin à expliquer autant les scènes. On aurait pu rester sur de la suggestion, notamment par exemple tout ce qui va être phase de spasme, etc. Après c'est un parti pris, hein. Voilà, c'est sa patte à porter. Évidemment, je vais pouvoir m'amuser à le comparer, donc on va partir dans une partie plus ou moins spoiler. Avant que je parte dans une partie spoiler, à noter que je trouve la musique aussi très intéressante. C'est la deuxième collaboration avec ce musicien, je me rappelle plus le nom, mais je vous l'écris. Donc c'est très intéressant. La musique apporte justement à cette ambiance poisseuse, morose et horrifique, je trouve. Elle sert le film vraiment, c'est assez agréable, je trouve, à l'écoute. Donc voilà, une musique qui est très réussie, et à noter aussi, et ça c'est la grande force de Robert Eggers aussi, c'est sa force aussi de jouer avec les lumières et de tourner dans le noir. Je trouve que la maîtrise du noir, enfin voilà, on sent qu'on n'est pas sur
enfin on sent pas la présence de tournage en studio, et on sent vraiment que c'est une lumière, on dirait vraiment une lumière naturelle en fait, la lumière des torches, tout ça, et sans que ce soit invisible quoi. On voit vraiment ce qui se passe à l'écran, donc pour ça c'est tout à son honneur, et c'était déjà le cas avec The Northman, avec notamment ce combat final autour de la lave, tout ça. C'est très esthétique, mais vraiment j'apprécie. C'est une séance que j'ai vraiment appréciée, mais qui n'est pas dénuée de défauts, hein. Encore une fois, voilà, le film traîne un petit peu en longueur, et puis surtout, je me suis posé une question, c'est que, alors plus tout le long du film, évidemment, on reprend les bases principales scénaristiques de celui de Murnau. Mais j'ai l'impression que plus on avance dans le film, plus on s'en détache par certains aspects scénaristiques, notamment avec la famille, comme je disais, de Aaron Taylor Johnson, ou encore avec ce docteur qui est plus développé, tout ça. Donc voilà, on développe un peu plus. Et donc à titre de comparaison, évidemment, il va reprendre certaines scènes assez mythiques et emblématiques. Voilà, donc je vais partir dans une partie spoiler, je vous le dis, c'est du 3,5, ma note. Du coup, la partie spoiler, donc il va reprendre les bases de ce Nosferatu, notamment avec cette scène, par exemple, qu'il va tourner de manière différente. On va être dans la surenchère, par exemple, il va mettre deux chiens, trois chiens accompagnés du comte Warlock. On va reprendre évidemment la fameuse scène du calèche qui arrive seul pour l'emmener dans ce fameux château. Donc voilà, on va reprendre les grandes scènes, on va reprendre la scène de l'ombre qui est exceptionnelle, justement dans le Nosferatu de Murnau, où on se demande mais comment il a pu faire ça. Et donc là pareil, on va jouer énormément avec les ombres, énormément de fois. On va reprendre la scène du bateau avec les gars qui vont avoir la peste, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé pour le coup que la peste se développe et qu'on le voit, enfin entre guillemets la peste, hein, mais cette maladie qui se développe vraiment dans la ville, où on sent vraiment que la ville est à l'agonie pendant ces fameux 3 jours délai donné par le Nosferatu. Mais en tout cas, voilà. Donc on a tout ça, on a ces reprises interprétées de sa propre manière. Voilà. Mais là, je me suis posé la question quand même, bien que j'ai pris du plaisir, justement, de voir un Nosferatu, voilà, remis au goût du jour, voilà, avec une patte esthétique qui est celle de Eggers, mais je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il apporte finalement? Et pas grand-chose, hein, à celui de Murnau, parce que Murnau, c'est aussi à son honneur, par exemple, les jeux d'ombre, etc. J'imagine qu'aujourd'hui, faire des jeux d'ombre, notamment à l'ordi, tout ça, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et donc, je me suis posé la question de l'intérêt, justement, de faire remake pratiquement scène par scène. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus? Gros point d'interrogation. Mais bon, lui, comme je le disais, ce Nosferatu, c'est un film que j'ai bien aimé voir, mais c'est surtout un film dont j'ai adoré regarder les bonus et adoré voir les gens en parler et le décortiquer. Alors que je pense que le Nosferatu de Eggers, ça sera un film que je vais aimer regarder et re-regarder sans pour autant m'atteler à tout ce qu'il y a derrière le film. Donc voilà, c'est la vraie question que je me posais. Évidemment, le final, je le trouve sublime, puisque on a, tout comme le Nosferatu de Murnau, Lily et Rosdeb, donc Hélène, qui se sacrifie, hein, puisqu'elle n'a pas le choix que de se sacrifier, donc elle donne son corps évidemment au comte Orlok pour évidemment qu'il soit détruit et que la lumière revienne dans la ville, et c'est exactement ce qui se passe, puisque la photo qui était terne, grise, etc., comme je disais au début, va devenir de lumière, puisque le soleil va enfin revenir sur cette ville et donc tuer le comte Orlok qui voilà se fera fait avoir par la belle, comme le dit le docteur, joué par William Dafoe. Donc voilà, j'ai trouvé cette scène très pertinente et très sympathique. Un film que je vais vouloir revoir, voilà, que j'ai trouvé très très intéressant, mais qui a quand même certains défauts, qui traîne un peu trop en longueur, qui est parfois peut-être un petit peu trop explicite, et donc c'est assez dommage de ce côté-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi. Voilà, si vous avez vu l'original ou non, si vous avez vu le remake déjà qui avait eu, je sais plus c'est quelle année, mais en tout cas il y avait déjà eu un remake. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous. Et on se dit à bientôt pour le top et le flop. À la prochaine pour une prochaine histoire.